Donc je vous demande un quart d'heure de concentration encore. Même objectif pédagogique, je passe vite. Et globalement, on va pouvoir les superposer, si vous voulez, aux bêta-bloquants. Les alpha-bloquants, ce sont des bloqueurs des récepteurs alpha-1 adrénergiques. Voilà. Ce sont des antagonistes alpha-1 adrénergiques. Vous avez vu que je dis alpha-1 et je ne dis pas vraiment alpha-2. Vous allez voir pourquoi. Donc, ce qui nous intéresse, ce sont les récepteurs alpha-1 adrénergiques, qui sont les récepteurs majoritaires sur l'arbre artériel, qui sont postsynaptiques, qui sont activés par la noradrénaline et qu'on trouve sur, chaque fois, souvenez-vous, en pharmacologie, on pense molécules, cellules, tissus. Là, on est au niveau de la cellule, ce sont les cellules musculaires lisses vasculaires de l'arbre artériel. Ce sont ces cellules qui vont se contracter parce que le récepteur alpha est lié en second messager, voie de signalisation intracellulaire, à tout le système des protéines kinase C. Donc, qu'est-ce que font des alpha-1 bloquants? Ils entraînent une vasodilatation. Ce sont donc des vasodilatateurs. Et on pourrait même rajouter, ce sont des vasodilatateurs endothélium indépendants. Ils n'ont pas besoin du NO. Ils baissent les résistances périphériques. Tout vasodilatateur diminue la résistance périphérique, on l'a dit beaucoup. Et donc, ils exercent un effet antihypertenseur qui s'exerce essentiellement aux dépens des résistances périphériques totales. Bien entendu, ils entraînent une activation baroréflexe. Activation baroréflexe qui va être fonction de leur pharmacocinétique, on va y revenir. Et cette activation baroréflexe, elle va se manifester essentiellement sur le cœur, c'est-à-dire sur la tachycardie. Donc, vous voyez ce petit schéma qu'on a bien détaillé pour les bêta-bloquants, on le redétaille pour les alpha-bloquants. Un effet direct de puissante vasodilatation périphérique, et puis cette vasodilatation baisse la pression et de manière indirecte, en activant les barorécepteurs et le tonus sympathique, tend à augmenter la fréquence cardiaque. Cette augmentation de la fréquence cardiaque, elle n'est pas opposée. En revanche, la vasoconstriction est opposée par la vasodilatation périphérique. Donc c'est la vasodilatation périphérique qui l'emporte. Et il y a une petite augmentation du débit cardiaque, une petite tachycardie. Parfois, elle est vraiment gênante, la tachycardie. C'est-à-dire que quand vous êtes habitué à battre à 60 par minute et que vous trouvez toute la journée à 80, c'est inconfortable. Et les malades le disent, et il faut trouver autre chose. Il faut leur retrouver un médicament alternatif. Donc, essentiellement, une baisse de pression artérielle par baisse des résistances périphériques, mais ne pas minimiser l'activation cardiaque, réflexe, responsable d'une tachycardie. Et puis, il y a des effets urologiques. Et là, on change de sous-classe de récepteurs. On est dans les alpha-1, mais cette fois-ci, sous-classe 1A et 1D, qui se trouvent sur le muscle lisse de la prostate, le muscle lisse de l'urètre. Là, vous avez deux médicaments, alfuzosin et tamsulosine. Osine, c'est le suffixe, typique de ces récepteurs de type alpha-1. Parce que par exemple, vous avez aussi la prazosine et tout ce qui est alpha-1, tout ça, c'est des conventions internationales extrêmement efficaces pour reconnaître les médicaments. Donc, vous verrez, dans vos stages, des patients reçoivent du Xatral, de l'Omexel, du Josir, du Missir, etc. Donc, un effet indéniable, ces médicaments sont commercialisés et évidemment de plus en plus prescrits avec l'âge. Mais on garde comme indication d'abord l'hypertension, parce que l'hypertension, je vous ai dit, c'est le nombre, 15 millions d'hypertendus en France.
Et là, je vous ai rajouté, un petit peu comme je l'avais fait avec les bêta-bloquants, tous les médicaments de première intention. On a vu les bêta-bloquants. La seule classe qu'on n'a pas encore vue sont les diurétiques. On a vu les antagonistes calciques, les IEC et les ARA2. Voilà les 5 premiers médicaments de première intention. Dans ce que je vous ai montré des recommandations ESH, la Société européenne d'hypertension 2013, il n'y avait pas les alpha-bloquants. Donc ce sont des médicaments de deuxième intention. Alors pourquoi est-ce que ce sont des médicaments de deuxième intention? Eh bien là on vous donne quelques notions de ce que vous allez apprendre par la suite. 1, parce qu'ils ne sont pas si bien tolérés que ça. Et puis 2, parce qu'on n'a pas fait beaucoup d'essais qui ont montré leur supériorité par rapport au placebo pour diminuer les événements cardiovasculaires, et ils ont été relativement peu comparés à d'autres classes pharmacologiques. Donc, d'accord, il y a une indication majeure, c'est l'hypertension, parce que c'est la grande majorité, mais chez les hypertendus, c'est un médicament peu prescrit. Si on devait faire une hiérarchie, ce sont d'abord les 3 dernières classes qui sont les plus prescrits. Antagonistes calciques, IEC, ARA2. Puis les diurétiques, puis les bêta-bloquants. Puis les alpha-bloquants. Voilà. Alors, 2 indications. 1, le phénomène de Raynaud. Ce sont des vasodilatateurs, très bien. Et le phénomène de Raynaud, c'est typiquement de la vasoconstriction alpha-adrénergique. Donc c'est très bien d'avoir un alpha-bloquant. Mais curieusement, comme il n'est pas très bien toléré, vous allez voir les effets indésirables, on préfère donner des antagonistes calciques. Et les antagonistes calciques, très bien, ils ne sont pas des bloqueurs alpha-adrénergiques, mais ils sont capables de bloquer une vasoconstriction induite par les récepteurs alpha-adrénergiques. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, comme je viens de vous le dire, l'hypertrophie bénigne de la prostate. Les caractéristiques pharmacocinétiques, pareil, je vous en parle relativement peu. Vous voyez tout de suite ici la DCI, c'est la prazosine, comme alfusosine, tamsulosine. Et initialement, le mini-press, qui est un vieux médicament, comprimé à libération immédiate, 2 prises par jour, etc., entraînait des pertes de connaissance, parfois. Catastrophe, de première dose. Pourquoi? Parce que la pression chutait. Et la pression chutait à l'orthostatisme. Parce que l'orthostatisme, quand vous vous levez, immédiatement la pression chute, les bords réflexes sont activés et vous avez une vasoconstriction. Alors on recommandait de donner, donc ça c'est de manière historique que je vous en parle, de donner des petites doses au coucher, puis le matin au coucher, puis etc. Bon, imaginez, dès que vous rentrez dans un schéma progressif comme ça, votre médicament ne sera pas prescrit. Si vous avez d'autres médicaments qui sont très bien tolérés et faciles à prescrire, risque d'erreur, c'est compliqué, personne ne veut prendre ce risque-là, donc on oublie. On retient quand même que c'est un médicament à élimination rénale. Donc voilà, la majorité des médicaments sont à élimination rénale, mais quand un médicament est à risque, s'il en plus il est à l'élimination rénale, eh bien vous imaginez, chez un sujet âgé ou chez un sujet qui a déjà une insuffisance rénale chronique, il faudra redoubler de vigilance. Donc on a inventé la prazosine LP, comprimée osmotique, qui est une merveille de galénique. Vous allez voir comment ça marche. Et qui se donne en 1 prise par jour avec une bonne durée d'action. Alors comment ça marche? C'est un petit comprimé qui va vivre sa vie dans l'estomac, le grêle et le côlon, et qui a 2 qu'on appelle le système push-pull. Il a un compartiment avec une petite ouverture de sortie calibrée au laser. On sait exactement qu'avec une certaine force, eh bien, la substance active, en l'occurrence la prazosine, va être libérée par des micro-quantités très régulièrement, tout simplement parce qu'à côté, vous avez une substance osmotique qui va absorber de l'eau. La membrane ici est semi-perméable, c'est-à-dire que l'eau va dans un sens mais pas dans l'autre. Et puis en gonflant ce compartiment-là, on va déformer la membrane qui va pousser ça marche remarquablement bien. Ça donne des concentrations plasmatiques formidablement stables. C'est une merveille de galénique. Cela étant,
voyez, ça c'est, je donne un comprimé toutes les 6 heures, pof, avec des phlortoplasmatiques et puis ça revient un peu plus bas. Je donne une forme LP avec quand même certaines variations. Et puis là, je donne une forme de comprimé osmotique et c'est d'une grande stabilité. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de diminuer les effets indésirables. Donc en fait, la prazosin, alpha-bloquant, est maintenant administrée sous forme de Alpress. Mais il existe aussi d'autres comprimés, urapidil, vous voyez, qui ne s'appelle plus Ozine. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas seulement alpha-bloquant, il a aussi des effets sur les récepteurs sérotoninergiques. Et puis vous avez les médicaments de la prostate. Donc les caractéristiques pharmacocinétiques diffèrent en fonction du type de molécule et puis des indications. Les interactions, il faut toujours retenir que dès qu'un médicament vasodilatateur est associé, on a un risque d'hypotension majeure. Et parmi les vasodilatateurs, il y a un type de molécule qui nous ennuie, que sont les antagonistes calciques. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les antagonistes calciques, le blocage des canaux L est très puissant pour bloquer la vasoconstriction alpha-adrénergique. Donc vous avez un effet indirect avec l'activation sympathique, une vasoconstriction alpha qui est déjà bloquée par les récepteurs alpha 1, et vous rajoutez un antagoniste calcique dont on sait qu'il va bien bloquer cette vasoconstriction au niveau des cellules, des cellules musculaires lisses des artères de résistance, et là, le risque d'hypotension est sévère. Donc ça, les antagonistes calciques. Et puis tous les autres vasodilatateurs, c'est-à-dire, je vous l'ai écrit là, tous les antihypertenseurs finalement. Parce que même si ce n'est pas des vasodilatateurs, bêta-1 bloquant, bradycardisant. Bradycardisant plus baisse des résistances périphériques égale chute de pression. Diurétique, diminution du volume du débit cardiaque, plus baisse des résistances périphériques. Mais parmi ces antihypertenseurs, les antagonistes calciques. Donc vous voyez que c'est des médicaments qui, en association, ne sont pas si maniables que cela. Et puis on va rajouter d'autres médicaments, et là, on va les classer en médicaments qui ont un effet alpha-bloquant spécifique et les médicaments qui n'ont pas d'effet alpha-bloquant spécifique, mais qui est plutôt un effet alpha-bloquant non sélectif, on devrait dire. Et là, vous avez les antidépresseurs imipraminiques, les neuroleptiques, les anesthésiques généraux, le baclofène. En revanche, pour l'alpha-bloquant spécifique, vous avez les médicaments dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, pour une raison simple, il faudra faire un choix. Prescription de Mexel de Josir égale pas d'alpha-bloquant. Il faudra trouver un autre antihypertenseur. Et éventuellement pas d'antagoniste calcique, plutôt un bloqueur histamine-angiotensine. Et ici, si vous donnez des neuroleptiques ou des antidépresseurs imipraminiques, évitez les alpha-bloquants. Donc, à Pompidou, moi je travaille dans l'unité d'hypertension artérielle. On nous réfère beaucoup d'hypertendus, mais on nous réfère des hypotendus. On nous réfère des patients qui supportent très mal les effets des antihypertenseurs. Et très souvent, c'est parce qu'il y a un alpha-bloquant à visée prostatique qui est prescrit. On supprime l'alpha-bloquant à visée prostatique ou on change l'antihypertenseur et les patients vont mieux. Donc c'est la seule classe pharmacologique avec laquelle j'insiste autant sur le risque de potentialisation et d'hypotension orthostatique. Les effets indésirables, ils en découlent. Hypotension, hypotension orthostatique, asthénie, vertige, sueur, c'est juste la manifestation de l'hypotension. Céphalée, acouphènes, acouphènes, vous savez ce que c'est, ce sont des bourdonnements d'oreilles à type de vibration, de mouche, de sifflement. Congestion nasale, c'est de la vasodilatation. Tachycardie, tachycardie réflexe. Les contre-indications, elles sont archi-classiques. Allergie, enfant de moins de 12 ans, grossesse, ce n'est pas celle-là qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est les effets indésirables. Et ce qui m'intéresse, c'est les interactions médicamenteuses. Faites très très attention aux associations. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup.